Nous évoquerons ce soir le Venezuela et la génération Guaido qui menace le pouvoir chaviste. On va parler de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo peut-il recoller les morceaux du Front populaire ivoirien? Nous évoquerons également le Gabon avec la si longue fatigue finalement d'Ali Bongo et le Togo, la C14, les élections locales. Quelle conduite à tenir autour du plateau pour ce débat? Jean-Paul Lagbo Arouel était directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Vous êtes avec Francisco Napokura, vous êtes journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir à tout le monde. Et Messan Fioclo Adagblenu, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioclo. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New York TV. Nous commençons avec le Venezuela. En 2007, un groupe d'étudiants faisait une entrée fracassante dans la politique vénézuélienne en organisant de grandes manifestations contre le président Hugo Chavez qui conduiront à l'unique défaite électorale de l'ancien dirigeant socialiste. Plus de 10 ans après, un des membres les plus discrets de ce groupe, Juan Guaido, mène l'offensive contre le pouvoir du président Nicolas Maduro, l'héritier de Chavez, et dont le pouvoir n'a jamais été autant menacé. Le 23 janvier, à la surprise générale, Juan Guaido, 35 ans, président du Parlement, unique institution où mène l'opposition, s'est déclaré président par intérim du Venezuela, reconnu depuis officiellement par une quarantaine de pays. Jean-Paul Lagbo, aujourd'hui, le cas du Venezuela est la parfaite illustration du jeu d'intérêt qui se joue dans le monde. Exactement, parce que aujourd'hui, quand on regarde la situation, quand on regarde les prises de position, au-delà de la réalité quotidienne que vivent les Vénézuéliens, des difficultés économiques, des difficultés sociales, moi j'ai un petit problème quand je regarde tout ce qui se passe et surtout les positions des uns et des autres. Juan Guaido, il est président du Parlement, certainement qui porte les aspirations d'une partie des Vénézuéliens. Il incarne certainement un certain renouveau. Lorsque Chavez arrive au pouvoir, il a à peine une dizaine d'années, etc. Donc il incarne ce renouveau, d'autant plus que le contexte, encore une fois, socio-économique est compliqué. Mais j'ai un petit souci avec le fait que, quoi qu'on dise, aucun Vénézuélien ne lui a donné mandat pour exercer le pouvoir exécutif. Il est président du Parlement et personne ne lui a donné mandat, en tout cas à travers des élections, pour exercer le pouvoir exécutif. Donc, j'ai du mal à comprendre sur quelle base et au nom de quoi un certain nombre de pays pensent que pour résoudre la situation, encore une fois, très compliquée sur le plan politique, social, économique, il faille le reconnaître comme le président, certains disent en charge de Venezuela, certains disent président par intérim. Je crois qu'en faisant cela, il complique davantage la situation, et d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, les forces qui peuvent lui permettre justement d'exercer ce pouvoir exécutif que lui confère l'étranger, c'est les forces armées qui n'ont toujours pas basculé, à part peut-être ce général de l'armée de l'air qui a d'ailleurs lui-même pris la peau d'escampette, qui le soutient. Aujourd'hui, l'armée n'a pas basculé. Je ne vois pas comment il peut véritablement exercer ce pouvoir exécutif si il n'a pas le soutien de l'armée. C'est pas d'ailleurs la première fois que la communauté, enfin, en tout cas, une partie de la communauté internationale, surtout les Occidentaux, choisissent de reconnaître quelqu'un d'autre comme président en lieu et place du président en place. Ça s'est passé en Libye, on a vu comment ça s'est fini. À un moment, ils ont essayé de le faire avec la Syrie. Bon, ça n'a pas trop prospéré. Ils font la même chose avec le Venezuela. Je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure des solutions, mais bon, il faut dire qu'on est très loin de ce pays et qu'on peut-être il y a des paramètres, il y a des réalités qui nous échappent ici, nous qui sommes en Afrique. Mais Fioclo, comment vous expliquez cette valse de soutien que Juan Guaido reçoit? Moi, je pense que les Occidentaux se trompent de route. Ils sont en train de faire au Venezuela ce qu'ils ne peuvent jamais faire chez eux.
Quand le Catalan a voulu se séparer de l'Espagne, vous avez vu ce qui s'est passé. Et pourquoi ils entretiennent ça au Venezuela? Un président du Parlement a le pouvoir législatif. L'exécutif, c'est dans la main des chavistes. On dit aujourd'hui qu'il y a 40 pays qui reconnaissent Guaido comme président par intérim. Avant qu'on ait l'intérim, il y a un événement. Quel événement est survenu au Venezuela? Le président existe bel et bien à son poste. Et pourquoi les Européens veulent suivre Trump, qui veulent récupérer le Venezuela? La Chine et la Russie ne peuvent jamais accepter que le Venezuela bascule dans la main des Américains. Même le groupe de Lima qui a fait quoi que ce soit, le Venezuela demeurera membre du Parti socialiste et Maduro sera au pouvoir. Le peuple suit ce populiste parce que son parti politique, c'est la volonté populaire. Or, la volonté populaire entraîne le populisme. Or, avec le populisme, on oublie souvent le réalisme et le réel politique. Ce qui se passe là-bas, les Américains, sous Trump, ne peuvent faire quoi que ce soit au Venezuela. Ils n'ont qu'à laisser le Venezuela régler sa crise. C'est une crise vénézuélienne. Ils ont tenté ça en Libye. Ce qui est arrivé, on a vu. Pour la Libye, comme l'a dit, et pour la Syrie, comme l'a dit Jean-Paul tantôt, ils ont échoué. En Amérique latine, là-bas, ils n'ont qu'à laisser le Venezuela jouer son propre jeu. Mais pour le moment, Francisco, on voit les Vénézuéliens eux-mêmes semblent être un peu divisés. Juan Guaido a beaucoup de partisans, Maduro également en a beaucoup. Oui, effectivement. Bon, on parle de populisme, vrai. Il y a le populisme, mais et quelque part, c'est ce jeune de 35 ans. Et ils avaient déjà marqué l'histoire du Venezuela. Et lorsque le patriote Chavez avait voulu modifier la constitution pour s'incruster au pouvoir, et ils s'étaient levés, ils avaient même fait échouer le référendum et pas le non. Donc disons que je peux dire au Venezuela, il y a quand même une certaine forme de démocratie, dire que au temps de Chavez, ces jeunes mobilisés et ont pu faire échouer son plan de modifier la constitution. Et donc, son successeur, disons, ses successeurs, au fait, on les voit dans la même posture. Et ça dit que des gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent rien faire, qui ne veulent rien partager. Et voilà le pays qui est en crise. Il y a des milliers de Vénézuéliens qui sont partis en exil. Et c'est dans les pays voisins ils vont aller. Donc, en fait, comme Jean-Paul l'a dit, nous ne sommes pas à côté. Donc les pays qui sont plus à côté vivent plutôt, parce qu'il y a des milliers de Vénézuéliens qui sont tassés devant les frontières et autres, qui veulent partir, soit pour aller ce soir. Souvent, c'est des réfugiés économiques. Et donc, eux, ils le sentent. Mais si le pays est comme ça et que, disons que si c'était le Togo qui se mettait comme ça, que tous ses fils partent et vers le Ghana, le Bénin, et autres, à un moment donné, ils vont prendre parti, voir qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays, et tout le monde est en train de partir. Je crois que c'est eux qui sont proches, n'est-ce pas, du Venezuela. C'est eux, mais ce jeune est en train de franchir des étapes, parce que au niveau de la communauté internationale, qu'on le veuille ou pas, qui choisit les dirigeants selon les intérêts qu'ils veulent défendre. Il y a une quarantaine de pays qui le soutiennent déjà. Et voilà, vous voyez qu'il vient de faire rentrer dans le pays des convois humanitaires. Et tout le monde sait, dans nos guerres, quand les convois humanitaires commencent à rentrer, c'est souvent avec les armes. Et donc, ça devient compliqué à partir du moment où il a pu avoir ces couloirs et qui font amener l'aide humanitaire, ce qui va faire que son populisme va s'agrandir, parce qu'à un moment donné, ils vont trouver un peu à manger aux populations, ce qu'ils n'avaient pas. Et puis bon, si partant de là, quelques armes et autres vont s'infiltrer, dans l'armée régulière, on dit toujours que l'armée est, comment l'appelle-t-on, l'armée politique est fidèle républicaine. Mais je trouve que jusqu'ici, l'armée vénézuélienne, par rapport à ce qui s'est passé par le passé où ils ont tué les populations en désordre, cette fois-ci, ce n'est pas encore
le cas. oui. Ce qui veut dire que quelque part les donnes changent et il faut suivre de près la situation pour voir. Oui, mais Jean-Paul, peut-être ce qu'évoquait Francisco, est-ce que c'est pas aussi la gestion de Maduro qui, il faut le dire quand même, est assez chaotique et qui a fait le lit à ce que Juan Guaido prospère aujourd'hui? Oh, certainement, il a sa part de responsabilité. Lorsqu'on parle de taux d'inflation à 100 000%, on parle de difficultés quotidiennes, les gens ne trouvent pas à manger, etc. Effectivement, en tant que président de la République, il a nécessairement sa part de responsabilité. Mais pour ma part, je pense qu'il faut situer tout ça dans un contexte, comment dire, latino-américain. Les chavistes, en tout cas, Hugo Chavez, quand il prend le pouvoir, je crois que l'une des dimensions de sa politique, c'est d'abord justement de se départir de la domination des puissances occidentales, notamment américaines, ce qui, vous l'aurez compris, ne plaisait pas aux Américains à cause justement des gisements de pétrole dont regorge le Venezuela. Et puis il a mis en place une politique, quoi qu'on dise, très sociale, en faveur des populations, avec la nationalisation des principales industries du pays, une politique agraire qui favorise les couches les plus défavorisées, tout ça grâce à la manne du pétrole. Donc il avait quand même un soutien populaire. Et aussi, il faut se rappeler qu'à l'époque, sont venus aussi au pouvoir en même temps, presque en même temps, Morales en Bolivie, et Correa en Équateur, et puis avec le patriarche Fidel Castro au Cuba. Donc, il y avait tout un corridor de socialistes, de nationalistes qui inquiétaient les États-Unis, comme ils savent véritablement le faire souvent. Ils ont cherché à déstabiliser tout cet ensemble pour que ne s'installe pas ce genre de choses pratiquement à leur porte, et puis surtout pour que cela n'inspire pas d'autres pays. Donc, nécessairement, et j'en suis convaincu, il y a un certain nombre de décisions, d'initiatives, pas forcément avouables, ou en tout cas pas perceptibles, qui ont été mises en place pour mettre en difficulté le pays. C'est ce que dénonce avec les sanctions, avec un certain nombre de choses qui affaiblissent le pays. Donc, quand le pays, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé à Cuba, Iran, tout ça, lorsque vous avez sur votre dos les États-Unis, vous vous retrouvez dans des situations économiques difficiles. Ils ont des moyens de pression, ils ont des moyens de déstabiliser votre économie. Là, ils annoncent que tous ceux qui voudront utiliser le système financier américain pour se procurer le pétrole vénézuélien seront sanctionnés. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, on met en difficulté le pays. Donc, s'il y a la part de responsabilité de Maduro dans la situation, il faut situer tout ça dans un contexte où les puissances, y compris les États-Unis, n'ont jamais voulu que ce type de régime se développe, inspire d'autres pour se retrouver dans un monde socialisant, dans un monde avec des révolutionnaires comme Fidel Castro, etc., à la tête de ces États. Alors justement, Vincent Fiocul, dans ce schéma qu'a décrit Jean-Paul, est-ce que Maduro va pouvoir résister longtemps? Parce que quand on a les États-Unis contre soi, c'est difficile. Aujourd'hui, personnellement, je pense que la pression américaine est très forte. Et ils ont sanctionné la structure du pétrole, ce qui est un grand coup. Et la Russie et la Chine ont réagi, la principale source de devises. En plus, ils vont tout faire pour que les aides humanitaires là, rentrent dans le pays. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, dans les colis des aides, on a toujours des armes et des instructeurs qui s'habillent en humanitaire et vont tout de suite former des cellules de rebelles pour pouvoir attaquer les forces armées. Mais aujourd'hui, là où les choses sont claires, c'est que si aujourd'hui les soldats n'arrivent pas à percevoir leur paye de fin du mois, leur solde, 1 mois, 2 mois, là, ça doit basculer.
Parce que dans ces genres de pays socialistes, c'est le sommet qui a le nerf de la guerre, qui est l'argent. Et la troupe souffre. Quand on dit qu'au Venezuela, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de viande, et on monte les supermarchés dans lesquels les rayons sont vides, ça donne à réfléchir. Parce que quand Chavez avait pris le pouvoir en décembre 98, disons, il a commencé en 99, en 2002, il y a tentative de coup d'État, mais il a repris la main. Après son décès en 2013, l'héritage qu'il avait laissé était suffisant pour que Maduro puisse protéger cet héritage pour évoluer. Mais malheureusement, on ne sait quelle mouche l'a piqué. On va marquer la pause. On va revenir tout de suite après la pause. Continuez pas à parler du Venezuela.